Okay. Bonsoir tout le monde. Alors, la conférence va se dérouler en français, en anglais, en portugais. Je vous invite à mettre vos casques de traduction pour les personnes qui en ont besoin. Merci à vous tous de vous être déplacés pour assister à ce workshop. N'oubliez pas de mettre vos téléphones sur la fonction silencieux, s'il vous plaît, pour pas qu'on soit perturbé avec les sonneries de téléphone. Et dans ce workshop, on va parler des femmes dans le domaine de la science, des technologies et de l'innovation. Parce qu'il est vrai qu'on parle souvent des femmes en politique, de l'accès des femmes aux postes de responsabilité, l'empowerment économique des femmes, les femmes et l'éducation, mais nous ne parlons pas suffisamment des femmes dans le domaine de l'ingénierie, des technologies et de l'innovation. Et ce, en dépit du fait que dans beaucoup de pays, l'éducation des femmes a beaucoup progressé, notamment dans les pays de la Méditerranée, mais il n'empêche que l'accès des femmes à des formations et à des carrières dans les domaines technologiques, techniques et d'ingénierie n'est pas au standard souhaité ou au niveau souhaité. Pour débattre de ces questions, mais pour trouver aussi des pistes pour encourager l'accès des femmes aux métiers techniques, technologiques et de l'innovation, nous allons donc suivre ce workshop avec une première intervention, un discours d'ouverture de Leila Serhan, qui est directeur général de Microsoft Liban et marché émergent. Et ensuite, nous ouvrirons le débat avec Isabelle Louzada, qui est chercheure au NOVA FCCH, Centre indisciplinaire des sciences sociales. Elle est aussi membre de la plateforme européenne des femmes scientifiques. Nous aurons aussi avec nous Suzanne Shore, qui est chef de la division de l'inclusion numérique de l'UIT. Elle dirige les travaux sur l'inclusion numérique de l'Union internationale des télécommunications dans le secteur du développement des télécommunications. Samira Nigm, qui nous vient d'Égypte, qui est la gagnante de la 2e édition de la meilleure start-up mobile au monde en 2016, et elle est fondatrice de Rayeh.com, un site de covoiturage en Égypte. Avec nous aussi Heifa Sdiri, blogueuse et activiste tunisienne, étudiante à Paris-Dauphine. Et enfin, Selma Benani, ingénieur et directeur général de Wavestone Maroc, un acteur indépendant de premier plan dans le secteur du conseil en Europe. Et je vous invite vivement à consulter les biographies de nos intervenantes, parce que j'ai fait des présentations très brèves et très courtes, mais je vous invite à découvrir leur biographie très riche sur le programme de la rencontre. Et avant d'entamer le débat, je nous invite tous à suivre le discours d'ouverture de ce workshop avec Leila Serhan, directeur général de Microsoft Liban et marché émergent. Hello. Thank you, Sana, and thank you, everyone. I know we're standing between you and what I hear, a wonderful dinner in a very beautiful location in Lisbon. So I'm going to start with a very quick intro. My name is Leila. I'm from Lebanon. I currently live in Dubai, obviously a big hub for the Middle East and for technology. I've been working in the tech industry for 22 years now, of which 16 with one of the biggest companies in the world, what we call the FAM. Nothing to do with femme in French, but the Facebook, Alphabet, Apple, Microsoft. So I work for Microsoft. And I actually have a confession to make. I'm not an engineer and I'm not a scientist. And even though I've been working in the tech industry for so many years, I actually studied business, like many of my friends at the time, 25 years ago. And if I have to go back in time, it's probably one of the things I would have changed. I would have changed in my past, because working in the tech industry, not being an engineer or a scientist, I had really to do a double effort to learn the jargon, to understand what people are saying in meetings. I used to actually go and develop as a hobby. So I used to do coding as a hobby, spend many nights
in the computer lab of the American University of Beirut because computers were not available everywhere except in very special places that were called computer labs. But the question is, and obviously when we talk about women in STEM, there's a lot of statistics. We can bore you with a lot of numbers. I think you can read them, research them on your own. But I think when I think of why did I go to tech, and it was mainly because of the society and the culture I was in. So when I was going to university, it was the end of the war in Lebanon in the early 90s. And obviously lots of hope, but still a lot of uncertainties about what's going on. And I was living in the house of my grandmother, God bless her soul. And my grandmother is a mother of 8, 5 boys and 3 girls. And if I look at what her kids have done, so her eldest boy is my father, he's a doctor. She has 2 other boys who are today architects. One is a mechanical engineer and one is a sound engineer. And then I look at the girls. My aunt married, she was 17, so never really had a higher education. My other aunt worked in the library of a public university in Lebanon. And the third one is, I think she retired now, was working in the post office as a civil servant. So my grandmother used to tell me, you know what, yeah, it's good that you're going to university, it's a good thing, but study something that will find you a job as a civil servant somewhere where you work from 9 to 2, you go back home, you'll have time to prepare lunch for your husband, prepare lunch for your kids, and take care of your house and be a great mom and a great wife. And this is kind of the environment that was there. So I wanted to study medicine. I was discouraged, believe it or not. And then I said, okay, whatever, I'll go and I'll do business. So again, if I go back in time, I think I would have changed that path. Yet, I found the opportunity to learn and to be immersed in the world of technology. So I think the issues that we need to address are really around our culture, our society, and what we need to change in this. I know that today we live, and why is it important actually that we have more females in the world of science and technology? I think if we think of the world we're in today from a technology perspective, we're living the 4th industrial revolution. A lot of talks and a lot of realities are happening around artificial intelligence. And a lot of talks are happening around the ethics and the governance around artificial intelligence. So yes, it's a big hype, yet we still don't know what this technology is going to do to society. And a lot of this will require a lot of emotional intelligence. And I believe that we women can bring that aspect on the table in those discussions, not only around ethics, but also on how we build those machines and those robots, bringing that emotional intelligence that actually this machine is going to do something that is good for society. I don't know if you've read, but today actually an article came up where Amazon just scrapped an AI tool, an artificial intelligence tool that they had for hiring. And why did they scrap it away? Because it turned out that this tool, built by men, and that learned from men, was actually discriminating against CVs that were coming from women. So immediately, if a woman would write in her hobby that she was the top woman chess player in her school, her CV were ranked lower than others. So this is why I think we have a duty to bring this on the table. And if I look at my fellow panelists, I think one of, and all of us in this room, I think there are 3 areas that we need to think about. Is one, what are the real blockers and how do we address them in our culture, in our mindset, in our society?
I think the second one is how do we think about bringing more role models to those girls and actually encourage them into this. And the third one is how do we promote equal opportunities for employment or even for entrepreneurship. I mean, and probably Samira and Haifa can really shed some lights on this if they felt that as women they were in a better position or maybe in a worse position when they wanted to go into entrepreneurship. There are a few examples of things that are happening that give us some hope. I think the problem with those is that they are grassroots. They're not yet institutionalized. So in my home country, Lebanon, I'm lucky to be part of a group of women who do two things. One is this Girls Got IT, where we bring girls from public schools, private schools, and we go with them through a full day of real workshops, like real workshops around coding, around robotics, around engineering, architecture. So we have a number of companies that actually participate with us and that do this for free, actually, and teaching those girls. I mean, some of the testimonials we've heard in some of the rural areas, we've also done this with some of the Syrian refugees in Lebanon, is some girls actually said, in this day and age, this is the first time I touch a computer. We heard that from girls that were 14 years old, 15 years old. And others said, you know, it's not scary. I thought it was scary. I thought I couldn't do it. But eventually, I built a code that made that robot move. So I think that these kind encourage those girls maybe to remove that blocker. The second one that we're doing is I'm part of the Lebanese Women Angel Fund, where women came together, successful businesswomen. We have some money, and we decided to put it in a fund where we're investing primarily in women-led startups. So the first condition we have is that the woman on the founding member actually has more than 51%, owns more than 51% of this startup. So I think we've seen so far 2,000 pitches. We invested in 8. We finished the fund, obviously. It was around $300,000, I think. We finished the fund. We're restarting again, hopefully starting 2019, and we will continue doing this. But again, these are initiatives that are led by women, done by women, and not always really institutionalized. So I think that's probably one of the areas that we want to think about. We want to make this workshop very interactive, I believe, so happy to answer any questions, obviously, when the other panelists will start talking, and thank you for being here. Merci Leïla pour ce témoignage personnel émouvant et qui nous parle à nous toutes, peut-être les femmes de cette région de la Méditerranée, particulièrement de ce qu'on appelle le monde arabe. À présent, nous allons écouter. J'ai quand même une petite mauvaise nouvelle, c'est qu'on est obligé d'écourter un peu le temps de la rencontre, du workshop qui était censé démarrer à 16h30. Donc, je vais demander aux intervenants d'être le plus bref possible. Et nous allons à présent écouter Suzanne Shore qui nous présentera l'expérience de l'organisme dans lequel elle travaille, dont justement l'inclusion et l'encouragement des femmes pour l'accès au STEP, au métier des sciences, des technologies et de l'innovation. Suzanne, c'est à vous. Thank you very much, and good afternoon to everyone in the audience, and it's a pleasure to be here with you. So I work for a United Nations agency called the International Telecommunication Union, and a couple of years back, in 2010, our organization is an intergovernmental organization, and we have 193
member states that are represented either by a Ministry of ICT or a national ICT regulatory authority. And we have private sector members such as Microsoft, and we also have academic members. But one of the few women ministers attended our plenipotentiary conference. Sounds very important, a plenipotentiary conference, and made a proposal to revise our gender resolution to call for an International Girls in ICT Day. And sometimes our resolutions can just be political statements, but sometimes they can be directives giving us action. And I was asked to lead the work of the organization to build this International Girls in ICT Day. And it's, I believe, a bit of a response to what you were saying. We need to institutionalize things. So since this was launched really in 2011, we have now, and in the very beginning years, very little happened, okay? A handful of countries organized events. But now we have had events in over 170 countries, and we have reached over 357,000 girls. And we have partners like the private sector companies, government partners, academic partners, and lots of NGOs. And I like to think that it's become somewhat of a global movement in this area, and I'm not saying that to pat myself on the back for the accomplishment, but instead to let you know that we have a number of resources that we've developed that also help us track what's going on. So we have a Girls in ICT Facebook page, and we're constantly posting what's going on in this area. We also have Twitter feed, hashtag Girls in ICT, and a lot of organizations use that hashtag to announce their major initiatives. So like this year, the European Commission published their report on women working in ICT in the European Union. So it's good to follow, you know, that Girls in ICT Twitter feed as well as our Facebook page. And I would just like to share with you some of the things that we have learned from leading this campaign and following all of this information. So what we think we need to do is we need to continue to nurture a pipeline of girls and young women studying ICT. We can do this through Girls in ICT Day events, but we're also launching a modified campaign now to make every day Girls in ICT Day so that we have more sustained action. What would that look like? One way that would look like would be if we integrated coding and computational thinking into regular school curriculum. Now, some countries are starting to do that. South Korea announced in our recent council meeting that they have made this a compulsory topic for everybody. So what does that achieve? It immediately achieves gender equity because both boys and girls have to study this topic. So that's one step that can be taken, and that can be part of a national digital skills development strategy that we also think would be good for countries to develop, and we have a digital skills toolkit to help countries with that. I don't know how many of you followed the recent controversy at CERN where a male scientist told a group of aspiring young women physicists, so like our younger panelists who are with us today, that physics was invented by men and not by invitation. Now, his comments were roundly criticized, and one of the participants in that meeting is a young physicist in the UK named Dr. Jessica Wade. And I had just had a conversation with her about a month before this statement was made. And she had a really great point. She said that trying to encourage more women into STEM, we're throwing a lot of money at this topic, there are a lot of activities going on, but we're not taking a science-based approach. So we want women in STEM, in a scientific field, but we're not taking a science-based approach. And so one of her points was a lot of activities focus on competitions, but she said that girls between 11 and 14 have a fear of rejection. So what happens with a competition? One person wins, okay, if you have first, second, and third prize, 3 people win, but everybody else loses or gets rejected, and that's not a great way to encourage more women into the topic. She had lots of other great ideas, such as also not just trying to reach out to girls, but trying to reach out to the parents. And a lot of schools have parent nights when
students are considering what they're going to study next, she suggested bringing women role models into those parents' nights. They can hear from these women on what their career is and what they had to study and how they went about it. And then the parents can see this is something real and normal that their daughters might want to do, and then they can talk about it at home and encourage it. So I know we're running out of time, and I'll leave it there to allow others to have a chance to talk. Thank you. Merci Suzanne pour cette intervention. Je vais enlever le casque. Et en fait, vous mettez justement l'accent sur un point très important, c'est les stéréotypes et les recommandations. Et Leïla aussi en a parlé dans son intervention, qu'on donne déjà aux jeunes filles dès leur jeune âge. Et c'est peut-être ce qui implique même leurs rêves et leurs orientations par la suite. Et ça nous mène à peut-être la première question qu'on va aborder avec nos intervenantes. Selma Benani, vous me disiez tout à l'heure quand on préparait ce panel que 30% des femmes seulement, parmi les femmes actives, 30% seulement sont dans les STEP, donc les sciences, les technologies et les métiers de l'innovation de manière générale. C'est une question que je pose à l'ensemble de nos intervenantes et je vais commencer peut-être par Selma Benani. Comment on peut expliquer cette relative faible présence des femmes dans les métiers des technologies? Très bien, merci Sana. Bonjour à tous. Je commencerai d'abord par saluer les hommes qui sont dans la salle, parce qu'en fait, ce n'est pas un sujet de femmes, c'est vraiment un sujet de femmes et d'hommes. Donc, bravo messieurs, et on compte sur votre engagement. Donc, pour répondre à votre question, Sana, il y a clairement une sous-représentation des femmes, seulement 30% des femmes dans les secteurs des STEM. Alors, pourquoi? Avant de regarder les femmes, il faut regarder les filles. On en parlait juste avant. En fait, les filles au primaire et au secondaire, elles sont aussi bonnes dans les matières scientifiques que les garçons. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'elles ont même des meilleures notes que les garçons, mais ce n'est pas le sujet. C'est en fait au lycée qu'elles perdent un peu confiance et choisissent plutôt les matières littéraires. Je vais vous raconter, alors c'est une anecdote, mais surtout une expérience. En 2009, dans une université, je ne sais plus où, des chercheurs ont fait une expérience. Ils ont pris deux groupes, donc de garçons et de filles à chaque fois, et ils leur ont donné une figure très complexe. Ils leur ont demandé de la dessiner, de la reproduire à main levée. Au premier groupe, donc de garçons et de filles, ils leur ont dit que c'est juste un dessin à reproduire. Le deuxième groupe, on leur a dit que c'était un exercice de géométrie. Devinez quoi? Dans le groupe où on leur a dit que c'était juste un dessin, les filles ont mieux réussi que les garçons. Dans le groupe où on leur a dit que c'est une figure de géométrie, les garçons ont réussi plus que les filles. C'est les éléments de blocage au préalable. Bien évidemment, parce qu'on a toujours dit aux filles, elles ne sont pas assez bonnes techniquement, elles ne sont pas assez bonnes dans les matières scientifiques ou dans les mathématiques. Donc quelque part, ça crée un blocage qui fait que le même exercice n'est pas vu de la même façon. Tout ça pour vous dire qu'il n'y en a pas assez dans les secteurs des STEM, pas parce qu'elles n'ont pas les capacités ou les skills, mais parce qu'il y a un réel sujet de confiance. Et pourquoi il y a ce sujet de confiance? Parce que si je vous demande aujourd'hui de me dessiner un scientifique, vous allez probablement dessiner un homme avec des cheveux, des lunettes, mais pas une femme. Si on vous demande, alors en tout cas c'est mon cas, peut-être que c'est le vôtre aussi, visiblement c'est le cas de Leïla, moi mes parents, clairement, ils m'ont dit, ne va pas vers le métier d'ingénieur, je suis ingénieur de formation, parce que, et je me suis reconnue dans le discours de Leïla, tu feras des gros horaires, tu n'auras pas un équilibre de vie privée, enfin vie pro, vie perso. Et enfin, les matières scientifiques, on l'a souvent dit, ce sont des matières masculines. Donc, dans le commun, depuis la nuit des temps, on pense que ce sont des matières pour les garçons, puis pour les hommes. Et du coup, très clairement, on est, je dirais, quelque part, on se dit, on n'y arrivera pas, nous les filles, et ensuite nous les femmes. Et je vais interpeller peut-être le regard sociologique de Isabelle pour compléter ces questions de formation et de stéréotypes. On parlait tout à l'heure, je vais vous passer le micro, on parlait tout à l'heure d'une étude qui a été réalisée en France en 2008 sur les représentations des métiers dans les histoires pour enfants et dans les manuels scolaires.
Et c'est vrai que dans les histoires pour enfants, et forcément peut-être dans les dessins animés aussi, les métiers techniques et technologiques sont souvent exercés par des hommes. Les ingénieurs, les autres métiers. Et ça permet de forger l'idéal des métiers. C'est-à-dire qu'il y a ce que disent nos parents, mais il y a aussi ce qu'on voit dans l'histoire, dans le manuel scolaire, etc. Je voudrais interpeller votre regard sociologique, Isabelle, sur la question. Merci. D'abord, je veux adresser toutes nous qui sommes ici et dire que c'est un plaisir pour moi de pouvoir être ici aussi. Et I would like to start in English to say it's a pleasure for me and an honor for being in Portugal and being also here with this wonderful team to speak about this interesting subject. And from all that we've heard, it's now reality that it is not only what we think about it, but how we live the things we live. And girls and boys dream and live what we allow them to live. And when we go to the sociological regard that you would like me to have, it will be more supported by a historical point of view. Because let's say that turning the century from 19th to 20th century, Portugal had 3 women medical doctors. Nowadays, in Portugal, medical school has a majority of girls studying there. C'est une tendance internationale en faculté de médecine. Au Maroc aussi, 70% des étudiantes sont des femmes. C'est une Oui, je tendance sais. internationale. But it would be maybe interesting to try to ask us why. And medicine was a topic very well accepted by society because it was always seen as taking care of. To be a medical doctor is to take care of bodies. And when we go back to the 19th century, what we see is that women had to apply and to ask to be allowed in the medical schools because teachers wouldn't like to have women doing that. What was the kind of argument that we held? They succeeded, after a long war, to be accepted just because men, medical doctors, and society assumed that it would be better for women to be taken care by women, especially in things that had to do with child and motherhood. So we have a kind of hint that might be useful to other specialities that we're having here. So I would like to have this intersection of fields, because when we are in a very focused area, maybe we are not able to see what kind of blockers or unblockers we will have and we will use towards changing this, that it is not a desirable situation. But as you were telling us, books for boys and girls are used in high school, but also in lower ages. And when they learn, they are always following. I don't know if it is already written for all the world, but in certain places, at certain ages, children tend to follow more the teacher than parents. So when we say that it's a question of following the parents, and the problem is always the mother or the father, this is not true. Because there is a time when children want to use the necklace, want to use the shoes, want to follow their own teachers, because they are those who they want to follow. So we must be very attentive to these signs and to understand how we can work towards moving and to make a change on these kind of choices, if they are choices. Because if I have a teacher that spends
many more hours than parents at home. I cannot have changes. Although I have something at home, I need to have the cooperation or to choose the place where my child is going to learn if I want to have them to be raised in another way. So I think it's important to have these cross-references. Thank you. Merci. Non. Merci Isabelle, je suis désolée parce que effectivement le temps nous presse. Et donc c'est une autre référence à laquelle on ne fait pas peut-être suffisamment attention, on met l'accent sur les parents, alors qu'il y a le rôle de l'école et l'idéal que peut représenter l'enseignant sur lequel il faut travailler. Alors Samira, ce que disent Leïla, ce qu'a dit Selma et ce que nous a dit Isabelle nous interpelle par rapport à la question du rêve qu'on crée chez l'enfant et chez l'adolescent. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas rêvé comme on fait rêver les jeunes filles en Égypte. Vous êtes quand même gagnante d'une grande compétition de start-up. Vous avez créé votre entreprise dans un domaine qui n'est pas toujours féminin. D'abord, racontez-nous votre expérience, comment ce rêve est né, et est-ce qu'il y a eu des obstacles autour de vous par rapport à ce projet? Mais en peu de temps, s'il vous plaît, Samira. Yes. Of course, we all face obstacles, men and women. The obstacles women faced are a little bit different. I would like to start with how I thought about even being in STEM. And it relates to what you actually mentioned, that I started loving mathematics because of my mathematics teacher. She was a female. And since then, I was so passionate about math and science. And during last year at elementary school, I actually won mathematical award, national award in Egypt, and I got the golden medal of this competition. And because of that, I didn't see anything blocking me as a woman from purchasing a career in engineering, and then I've worked in automotive industry, which is, even for female engineers, it's not really a place to go. And then after automotive, I founded my own business in transportation industry, which is also seen as a male area. So myself, I didn't really face a lot of obstacles, but I can highlight what was good about my journey. Maybe we can duplicate this for other girls. And I would say it starts with the toys that your parents bring at home. So usually you find parents bring to their kids, for the boys, Lego, and for the girls, Barbies and all of these pink stuff. And this is where actually the tone starts. I was lucky that my elder sibling was a brother, and my younger was actually a brother, so I was able to play with their toys, even if I had my own Barbie, but I used to play Lego and build my own stuff. Also, video games, although it's seen as a bad thing, but it's not. It's actually teach you to be okay with the challenges, with the challenging environment. It teaches you a lot of skills, and it removes the stereotype of girls are not playing PlayStations, for example. So that was a very good milestone. The other one, I guess, related to parents. My mom herself, she was like challenging stereotypes when it comes to women. So she had also her own business at a point of time, so she was a kind of a role model to me. Another thing that people don't usually think about, it's specific for the MENA region, and that really helped me start my business, is after working for 6 years in software industry, and I had this idea about my startup, I was like, okay, I have a great career. I work in an international company. I work between Egypt and Germany, and everything is perfect. Should I leave all of this and risk to have my own business? And to be honest, the thing that actually motivated me to do so, I talked to myself and I thought, this business, and everything failed.
and I lost all my money and I lost everything. And then I posed, nothing will happen. Actually, it's good that I'm a female because I don't have any financial obligations when it comes to our culture. So I don't have to save a lot of money for a wedding or to buy an apartment. So I don't really if everything went bad and I'm not able to work, okay, I will study again, I will stay at my parents' house, because although that's looked at as a bad thing, there's a positive side to it. So I actually said, okay, I will make use of the positive side of that in Egypt. So that helped me actually to take the risk, and it turned out to be a very good decision at the end. So, but that doesn't mean that everything worked so well for me. So as we were, like someone was mentioning in the last session, we have this kind of events, and we have some organizations like your organization supporting females to have their own business. But on reality, where the business is being done is not in the office, and it's not in the morning hours. It's in the bars, it's in the cafes and shisha places, where usually still women are not invited to it and are not welcomed. So there are challenges, but also there are some sides we can start using right now, starting with the toys, something as simple as that. Merci Samira. Et Heifa Zdiri, qui s'est aussi portée volontaire pour être rapporteur ou rapporteuse de ce workshop. Et je vais vous poser la même question sur justement les stéréotypes ou les raisons qui font que, au niveau même dès l'orientation à l'école, le choix de métier, etc., les femmes dans nos pays, et notamment avec l'activité que vous faites aussi pour encourager les femmes dans ce domaine, qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas nombreuses quand même dans les STEM, dans le domaine des technologies et de la science? So I'm the reporter, and that's why for the entire time I was on my computer. No disrespect, I'm so sorry. So I think one of the major issues is work-life balance when it gets to intellectually demanding and time-consuming work hours, such as the field of STEM and engineering in general. And I think the fact that in our society, women are supposed to, again, take care of the family and take care of the kids and do all of the housework, then at a point after university and after maybe pursuing their passion at the university, they come back and be like, well, it was not a very healthy decision for my family, so that a lot of them just stay at home. Well, however, an interesting contrast is that in our region, in the MENA region, specifically not the Mediterranean, the developing countries have a lot of women who pursue STEM careers, and that's because it's more financially stable. So at a point, if someone wishes to kind of be more free financially, they just go there. It's not the case in a lot of developed countries where women feel that they have the right of choice to pursue any career and excel at it and have enough money. So that's a point worth mentioning. And then there's a second point which gets to actually getting promoted in your career once you're there, you're ready in the field. And I think there's the fact that women don't tend to self-promote as much as men do. So men tend to really have this clear vision of what are their skills and what are their qualities and what they're good at. And then when they get to the interview, they just have it figured out. Women, on the other hand, are more like humble and down to earth and be like, well, I think I'm good at this, but I'll do the work. And you'll notice it yourself, eventually. But that never happens. So I think it's important for females to really know what they're good at and actually be confident in saying that to the world, and therefore get forward in their careers. I don't know how much time we still have. Do I still have some time? On reviendra peut-être où. Je vais commencer peut-être par vous pour traiter le deuxième volet. On n'aura pas l'occasion, malheureusement, le temps est serré, pour traiter toutes les questions qu'on voulait traiter, mais on regroupera peut-être les deux questions
en une seule. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer justement des environnements de travail dans le domaine des technologies et de la science, un environnement plus mixte pour attirer en fait les femmes dans ces métiers dès l'orientation, quand elles sont jeunes, pour les orienter vers des métiers techniques, et quels peuvent être les rôles de l'école, des enseignants. Isabelle, vous parliez tout à l'heure des enseignants, de l'entreprise aussi, parce que même au niveau des promotions, on le disait tout à l'heure en préparant la rencontre, peut-être que même au niveau du management, parfois dans les métiers techniques, ils vont avoir tendance à donner plus d'opportunités à des hommes par rapport à des femmes, etc. Et donc, pour créer ces environnements mixtes dans le domaine technologie et sciences, quel est le rôle des parents, de l'école, de l'enseignant et de l'entreprise? Et je vais vous demander d'être un peu brève, s'il vous plaît, parce qu'on accordera peut-être quand même un peu de temps pour les personnes présentes à cette rencontre. Vous pouvez continuer peut-être, Haifa, puisque vous avez le micro, et puis on ira vers nos autres intervenantes. Yeah, so I just have one last point that kind of connects to what you were saying. And it's, well, the institutional changes in the middle, in the institutions, or this is the companies, tech companies in which women are supposed to work. So there's this thing, I mean, I don't know if any of you have ever seen a programming job application somewhere. And I used to work for this tech company, and at a point they wanted to get more engineers. So they asked for a more active job application that had something like, are you a coding ninja? Are you coding samurai? And are you a warrior who wants to code and change the world? And as much as those might seem appealing to men, they're not necessarily appealing to women. So I think also the language in which we communicate what we want to have is very important institutionally. So that's a point I wanted to get back to. Who's next? Thank you once again. It was very interesting what you just finished saying, but I would like to point out also that when we are in a floor or in a room and we have boys and girls, when a girl goes and grabs first things and they are at the same age, we generally, society, we tend to stop her and say, don't be too pushy, let your brother, and all these signs also keep on going and arriving to a point like the one you were saying. Even we do not recognize this assertiveness. And this is in power. We should empower, and through all the means we have. And when we are at school, when we are at home, to let those who are more able and more motivated to do it, because it's not gender that makes the result better. It is the willing, the ability, and this is not shaped by gender. And it will be perhaps a way of having more quality in the choices. But then, when we arrive to a point where politicians and when top seniors, CEOs are in a majority of men, they tend to choose men. So this is like a kind of bias that we have to go against and claim for more women in political positions, more women in leading position. This is what I feel it would avoid having only calling boys for the top positions and avoiding girls from being the first to go and take the floor. Suzanne, même si c'est par rapport à ce que vous disiez, Isabelle, il y a aussi le point que racontait Samira, c'est que toutes les décisions ne se prennent pas de manière officielle dans les bureaux, mais il y a aussi les rencontres dans les bars, dans les cafés, où les femmes ne prennent pas toujours malheureusement parti, et ça aussi c'est un point sociétal et sociologique qui est là, pas uniquement dans les pays sous-développés ou en voie de développement, y compris d'ailleurs dans des pays très développés malheureusement. À vous? Okay, I just wanted to, I totally agree with everything that was just said. I wanted to revert, if I could, quickly to the issue of role models, because we do need to increase the visibility of women in STEM.
And there are many ways that we can go about doing that. So the same Dr. Wade that I talked with has launched a Wikipedia editathon because she couldn't find any Wikipedia entries for women in science. And so when she's finding women in science, she is writing up a Wikipedia article about them. And that is something that we can all do. So I just wanted to throw that out there. We can also have advertising campaigns, and a number of private sector companies and an advertising council in the US just launched a new campaign called She Can STEM, and they're going to be having women role models that will appear through social media. We can also have films. This morning I talked about a film that Argentina has done to shatter the stereotype that it's only men who are coders. And they go around on the street and they ask people, you know, what's your image of a coder? And everybody describes a man. And then they introduce woman after woman after woman who's a coder. So it's a really great short little movie, and that can shatter stereotypes and create a lot of role models as well. So I just wanted to add some of those ideas in before giving you the mic. I want to add that usually the gender bias doesn't start at work. It starts again at home with the parents dealing with their daughter different than dealing with their son. And especially not only about toys and what's expected from them to do at home and the errands and all of that stuff, but it's very important that we stop being very protective about our daughters. The parents are very protective about their daughters, that they teach them not to take risks and to be obedient in a way. So when they go to school, they get high grades, yes, in science and in mathematics, but they do what's within the educational system. Out the educational system, they don't explore anything related to science and mathematics on their own. I could see this clearly when I was studying engineering, because you can see that females are getting higher grades most of the time, but then when you ask them about something that is outside the educational system, outside the subjects that we studied, even myself, I wouldn't know anything about it. Because I'm not encouraged not to follow the rules. All the time, I'm asked to follow the rules. So I follow even the rules of the education, which is, most of the time, is not good. So most of the time, the education is about memorizing or studying a certain subject that is not up to date. So we really need to stop being that protective of women, starting at home, so that they can be strong enough, so that they can be CEOs later on. Isabelle, rapidement, vous avez quelque chose à ajouter et ensuite ce sera Seulement pour dire que c'est aussi la perception. Quelle est la perception que j'ai de ce sujet, de cette chose, de ce métier, de cette fonction, de ce que je peux faire. Et c'est très important quand on entendait notre collègue disant que pour désigner, pour identifier une personne qui a une certaine métier, on a une idée qui est prédéfinie, et ça c'est assez connu avec la perversion que ça peut être. Et aussi, seulement une petite chose, très rapide. Je reste par ici. Je suis désolée, le sujet est tellement complexe qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Selma Benani, à votre avis, quelles recommandations pour l'entreprise, pour l'école, pour la famille? Alors, pas mal de choses ont été dites par rapport à l'école et l'éducation, donc je ne vais pas forcément revenir dessus pour aller vite. Je vais traiter le sujet de l'entreprise qui est très important. Les femmes connaissent pas mal de discrimination au sein de l'entreprise. Il faut savoir que dans le secteur des STEM, les femmes subissent 50%, donc elles sont à 50%, elles subissent des discriminations, versus 41% dans les autres secteurs. Donc on voit qu'il y a déjà des discriminations dans tous les secteurs, mais encore plus quand il s'agit dans les STEM. Et donc, pour attirer les femmes, il faut forcément diminuer ou réduire les discriminations. Les discriminations sont à tous les niveaux. À l'entrée,
donc à l'entrée, à savoir le recrutement. Il faut savoir que les femmes, elles doivent, sur un CV, elles doivent avoir 2,5%, donc 2,5%, donc 2,5, deux fois et demi, pardon, je vais y arriver, 2 fois et demi les réalisations par rapport aux hommes pour être prise pour le même poste. Donc un homme a un CV, la femme doit avoir 2 fois et demi les réalisations qu'a l'homme. Et probablement avec un salaire inférieur par rapport à l'homme. J'allais y arriver. Donc ça, c'est à l'entrée. Et une fois qu'elle y est, on le sait tous, et pas seulement dans nos pays, hein, même ailleurs, elles sont souvent moins bien payées que, Aux que les hommes. États-Unis, c'est 30% pour le même poste, aux mêmes compétences. 20% en France, et je n'ai pas de chiffres pour le Maroc et pour les autres pays, mais bon, je n'ai pas d'espoir. À mon avis, on est sur à peu près les mêmes chiffres, voire un peu plus. Donc, il y a le recrutement. L'égalité des chances dans l'évolution et la gestion de carrière. Et là, je me reconnais parfaitement dans ce que vous dites juste avant. Ça se passe souvent, pas dans les bureaux, mais ailleurs, dans la pause clope, dans les bars, dans les restaurants, dans les cafés. Des choses que les femmes font moins souvent, tout simplement. Enfin, on est moins dans le networking et on est moins dans ces endroits-là du fait de peut-être nos vies de famille ou nos autres préoccupations qui font que. Un autre point qui est important, toujours dans la gestion de carrière, les femmes n'osent pas. Alors probablement par rapport à leur éducation initiale, le fait de ne pas prendre de risques, mais elles n'osent pas demander. Il faut savoir qu'un homme, pour avoir une promotion, s'il a 50% du poste, en termes de skills et de compétences, il dit « moi je veux bien ce poste-là, je pense avoir les prérequis pour y arriver ». La femme, si elle n'est pas à 100%, elle ne le demande jamais, ce poste-là. On est vraiment dans l'excellence, dans la perfection. On estime que si on ne check pas tous les points, tous les prérequis, ben on n'y va pas. Et malheureusement, souvent dans les au-dessus, ce sont des hommes, et du coup, ben, ils ne vont pas forcément penser à des femmes si en plus elles ne demandent pas à avoir ces postes. Donc l'égalité dans le recrutement, l'égalité dans la parité dans les salaires, l'égalité dans la gestion de carrière, dans la prise de poste ou la prise de responsabilité au sein de l'entreprise. Donc tout cela sont des discriminations que vivent les femmes. Et donc pour cela, il faut avoir des personnes au top management qui sont sensibilisées et avoir des programmes de diversité ou de mixité. Ensuite, il y a d'autres actions ou d'autres solutions. On peut être d'accord ou pas, mais il y a des pays où on a imposé des quotas. J'allais poser la question, est-ce qu'on peut y arriver par des solutions institutionnelles légales en disant qu'au niveau du top management de l'entreprise, il faudrait qu'il y ait un minimum de mixité genre et même intégrer d'autres aspects comme les personnes à mobilité réduite, etc. Mais peut-être qu'on a besoin d'imposer ça par des lois finalement. Tout à fait. En fait, les avis divergent sur ce sujet-là, le sujet des quotas. Mon propre avis, c'est qu'il faut avoir des quotas, parce qu'à un moment donné, il faut avoir aussi des femmes dans un conseil d'administration, dans un conseil de surveillance, mais bien sûr à compétences égales, parce qu'en fait, les gens qui ne veulent pas de quotas disent souvent « bah oui, mais en fait, je ne vais pas mettre une femme qui est incompétente à ce poste-là ». Et alors, je ne sais plus qui avait dit ça, quelqu'un avait dit on arriverait à l'égalité femmes-hommes le jour où on mettrait à la tête d'une entreprise une femme qui est incompétente. Oui, parce qu'effectivement, la question de la compétence se pose souvent pour les femmes, mais pas toujours pour les hommes, Absolument. à commencer par la politique. Et on finirait comme on a commencé avec vous, Leïla. Est-ce que vous voyez d'autres mécanismes, d'autres actions qu'on pourrait mettre en place dans l'éducation, dans l'école, dans l'entreprise? Non, je pense qu'on a touché un peu à plusieurs recommandations ou plusieurs techniques. Certaines marchent, certaines ne marchent pas. Les quotas, par exemple, moi je sais que j'ai un target de recrutement de femmes. Je sais que quand j'ai une position qui est libre, je définis avec mon département de ressources humaines, est-ce que cette position va être prioritisée pour une femme ou pas. Je pense que le problème auquel on fait face, c'est est-ce que j'ai assez de talents de femmes dans mon pipe de recrutement. Et c'est là où on commence à avoir on voit des obstacles en tant que professionnel. Je commence à dire, OK, combien de CV j'ai 15 CV, combien de femmes dans ces 15 CV? Il y a 2 femmes. Est-ce que je fais le compromis ou pas? Et comment je peux ramener plus de femmes? Donc, et là on repart vers la case départ qui est l'éducation.
J'admire la Corée du Sud. Je pense que si une recommandation doit être faite, c'est justement comment est-ce qu'on introduit vraiment les vraies sciences, et pas seulement la biologie et la physique et la chimie qu'on a fait et que probablement on utilisera très très peu, mais les vraies nouvelles sciences de technologie dans le curriculum de nos enfants à partir de l'école primaire. Ça, c'est une des recommandations. Et je regarde aussi comment est-ce qu'on encourage les femmes à justement poursuivre des études universitaires dans ce domaine-là, peut-être réfléchir à des programmes de scholarships, à des programmes de mentorships pour encourager justement ces femmes pour aller là. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un vrai problème qui est que quand je veux recruter des ingénieurs, et si je veux recruter une femme, je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas sur le marché, je ne la trouve pas sur LinkedIn, je ne les trouve pas. Et ça, c'est un vrai problème auquel on fait face, probablement dans nos pays, on va dire ce qu'on appelle les pays du monde arabe, plus que dans d'autres pays, mais on ne les trouve pas. Et il faut enrichir ce pipe de talent. Je suis désolée Isabelle, il y a encore beaucoup de choses, mais on va peut-être ouvrir un court débat avec le public. Je rajouterai à tout ce que vous avez dit, et sur la base de ce que vous avez dit, peut-être aussi c'est les modèles exemples. C'est-à-dire que quand les jeunes filles en Égypte, en Tunisie, au Portugal, au Maroc verront des exemples de femmes qui ont réussi aussi dans les technologies, dans la science, des femmes dans des structures internationales ou dans des multinationales ou qui ont créé leurs entreprises, ça crée aussi toutes les aspirations dont on a parlé dès le début de la rencontre et ça peut créer des rêves et des projets pour des petites filles, pour des adolescentes dans nos pays et partout dans le monde. Il nous reste, alors les organisateurs nous avaient dit 45, il est 38, donc il nous reste 7 minutes. Je suis désolée. À 15, donc on a un peu de temps, merci. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre 5 questions dans le public. On redonnera la parole aux intervenantes et s'il reste du temps, on prendra un autre panel. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour distribuer le micro dans la salle, s'il vous plaît? Here, right here. I have a question, please. Yes, please. So my name is Philippa. I have a science educational project. My background is biology, and I have a PhD in neurobiology and genetics. And I specialized myself in science communication and outreach. I did a postdoc in public engagement in science. So I've been doing, since 2008, a project called Wonder Science, and I've struggled a lot here in Portugal. I did crowdfunding, and it was to convince persons that it was reliable, and I want to reach girls and kids and everyone, and trying to science reach them and to convert the ones that don't understand science. It was my goal. So I am having now funding project, and I want to ask if your organizations have funding resource to Portugal, because some I have contacts with Wellcome, and now with the Brexit, it's very difficult to have access to that money. So I ask you if you have any kind of funding to my project. Thank you very much. Merci. Est-ce qu'on peut aller un peu peut-être... D'accord. Après vous, on ira juste pour créer un équilibre dans la salle. Merci. Donc, Sana Ghinima, je suis de Tunisie, je suis ingénieure en background, entrepreneur. Et je voudrais ajouter à ce qui a été dit un aspect qui n'a pas été évoqué à mon avis, c'est l'aspect culturel de la chose, parce qu'on parle de mentalité, etc. Mais si on regarde et on analyse en profondeur la production culturelle américaine, par exemple, sur ces dernières années, toutes les séries américaines placent des femmes inspectrices dans la police scientifique, etc. Dans les séries médicales, ce sont les femmes qui sont chefs de département, chefs de service, etc. Alors que nous, dans nos pays, notamment de la Méditerranée, bon, ça commence un petit peu vers le nord, mais pas du tout pratiquement vers le sud, où nous avons de la production cinématographique culturelle qui est quand même assez importante, nous avons un recul carrément par rapport à ça, où aujourd'hui nos jeunes femmes et nos jeunes filles, contrairement à ma génération et celles qui ont précédé, ne rêvent plus de devenir ingénieurs ou scientifiques. Elles rêvent même de rester à la maison et de se faire entretenir par le prince charmant.
Donc, je pense que la culture, le cinéma, les feuilletons, parfois débiles, qu'on nous ramène aussi de certains pays, ont intérêt à changer. Il faut faire un lobbying quand même très important par rapport à ça, parce que le recul, on le mesure quotidiennement. Donc, ce n'est pas uniquement une bataille au niveau de l'école, de la famille, de l'entreprise, ça on le connaît, mais c'est aussi un mindset général qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis déjà en place, mais qui est en train de s'accélérer, notamment avec des qualités de feuilleton qui nous ramènent à de la préhistoire aujourd'hui, surtout sur nos chaînes tunisiennes. Donc c'est là la grande condamnation, surtout par rapport à ce recul-là. Merci. Et en fait, quand vous parlez des feuilletons, ce n'est pas seulement les feuilletons importés. Je reprends l'exemple marocain, par exemple, les feuilletons turcs, mais je prends l'exemple marocain, où la HACA, qui est l'instance de régulation dans l'audiovisuel, contrôle le contenu des émissions, mais pas les feuilletons. Et donc, dans les émissions, on va inviter des femmes ministres, ingénieurs, etc. Mais dans les feuilletons, c'est des femmes qui veulent se marier à n'importe quel prix, qui veulent être mannequins, etc. Et donc, c'est des modèles de représentation qu'on se crée aussi. Madame, oui? Merci, vou falar em português. Primeiro que tudo, agradecer e congratular esta conferência, que está a ser muito interessante. Depois era só dar aqui 2 apontamentos. Eu sou conselheira do Ministério do Ambiente para a Igualdade de Género. Estava há bocado a colega a falar sobre podermos divulgar mulheres cientistas. Dizer que em Portugal, no pavilhão do conhecimento, existe um cartaz, um roll-up, que tem lá a cara e o nome de 15 mulheres cientistas, e são apenas alguns exemplos, portuguesas. E dizer também que existe um prémio que é apoiado pela Yves Rocher, cá em Portugal, e que é o prémio Terre de Femme, e que apoia e dá visibilidade a mulheres que se comprometem em termos do ambiente. Portanto, temos cientistas que estão todos os anos premiadas com o prémio. Depois dizer aqui que realmente aquela questão dos programadores, dos ninjas e dos guerreiros, que disse há bocadinho, curiosamente esta semana uma amiga minha que faz comunicação para uma empresa de programadores, portanto uma mulher, a comunicação que tinha eram só fotografias de homens e as mensagens eram também desse género. E eu depois, à parte, disse-lhe, olha, então, mas isto é uma candidatura para homens ou também pode contemplar mulheres? É que a comunicação é toda em respeito a isso. Portanto, dizer que percebo muito bem essa questão. Dizer também que, pelo menos cá em Portugal, a história, antes, programadores nas fábricas, o que se via eram mulheres, quem fazia a programação, porque eram coisas mais delicadas. A partir do momento que passou para a licenciatura, Engenharia Informática, aí começaram a ser os homens. Portanto, pelo menos em Portugal, o início eram mulheres que faziam programação, até ao ponto em que era universidade, e aí depois quem foi são maioritariamente homens. Obrigada. Alors, madame, peut-être, madame oui, et on reprendra peut-être la parole. Bonjour, Samira Boras, ex-parlementaire à Algérie. Alors, je remercie toutes les organisations féminines qui militent pour les droits de la femme. J'ai juste une petite question à mesdames les organisatrices, alors, et les militantes aussi. Vous voyez que le discours actuel et universel qui prime dans les États surtout, qui ont ratifié toutes les conventions qui parlent de la place et la promotion de la femme, alors je voudrais bien savoir quelle est la stratégie à suivre, sachant que c'est vrai qu'il y a des États qui ont ratifié, qui ont instauré le système des quotas dans les assemblées élues, dans les administrations, dans les conseils d'administration non plus, mais quelle est la stratégie pour pouvoir préserver ces avantages, et sachant que, surtout dans le monde de la politique, beaucoup de partis politiques, présidés par les hommes bien sûr, et qui ont une réticence et acceptent très très mal la présence de la femme dans les assemblées politiques ou bien dans les structures des partis politiques. Alors, ma question est comment faire pour préserver ces acquis? Merci, mesdames. Est-ce qu'on pourrait avoir dans la salle une question d'un homme, parce que c'est pas une monsieur, c'est pas une thématique uniquement féminine. Monsieur. Thank you. My name is Mohammed. I'm from Tunisia. I represent BusinessMed, the union of
Confederation of the Union of Mediterranean Confederations of Enterprises. My question is quite simple, and I would like the eminent speakers to answer it. What are the concrete, short measurements that we can take, or that should be taken, in order to highlight the role of women in science and technology? So, if you can give us just quick, short measurements, and how can we highlight the role of women in science and technology in few words? Thanks. On va peut-être prendre la question de madame et on revient aux panélistes. I will speak in English if you don't mind. I want to get back to the last point that the panel has talked about regarding the work conditions. And in all companies, they're often set by men. And even when there are channels such as telecommuting, and women could make use of them to have the work-life, the personal and the work-life balance, they're often seen as less serious than men, and they would be bullied, and they would eventually quit the jobs. So even if a young girl would study in science, follow and pursue a degree in science, and able to pass the recruitment and get a job, she will often quit at mid-career and change the professional path. So as leaders in your respective companies and in these respective sectors, what do you actually do to help maintain the few females that exist in your company and in your field? Thank you. I am Dr. Amania Asfour. I am from Egypt. I am the world president of the International Federation of Business and Professional Women, established since 1930. And we are present in 100 countries of the world. So I am so happy with all the panelists because I was just elected last October, being the first woman coming from Arab world and Africa to lead this organization. I established a task force for STEM education in the world. So now all the 100 countries are looking for how to really promote young girls in STEM education, but also how they already made it in the career of STEM, be role models and help other youngsters. I've developed a strategy called the Triple S, which is the state, the school, and the society. Exactly what you have been saying, because with the society, starting with the family, how they have really empowered their young girls to study medicine or study science. And unlike you, your grandma, she just told you not to go. My grandma, she told me you have to go to medicine. So that's what I did. She told me, because at that time, they say you have to marry. But at my grandma, she told me, don't care about marriage. The aunts, they just marry. You go for your career, you finish, and you marry the person who would add value to you. So it's really about how empowerment of young girls since the childhood. The school, we are encouraging now with the advocate, with the lobbying, with the governments, how to put curriculum that will empower the young girls for STEM education and make the scientific way of thinking in order not to be confined only to the curriculum. Of course, the state is very important for the laws. How to empower the women, how the state media and all the media forget this stereotyping about the woman just like, if she's a doctor, they have to bring her into those spectacles and those ugly places. It has to be the mind change, the mindset has to be completely changed. And that's why the networks and global organizations are very important. And joining these organizations is important because you have a platform to lobby with the governments, you have a platform to have mentors for the youth, you have a platform to engage with scientific institutions. I'm a professor of pediatrics in the National Research Center of Egypt. So what we do also is not only us, but we empower the others. For instance, we have developed solar dryers for the small-scale farmers. Now they can use technology with reference to their performance. So it's really about not only empowering ourselves, but empowering those who are less advantaged and are voiceless. So I encourage you all,
because you are so role models in all your careers, to see how you join organizations and how, because nobody can do it alone. It has to be the partners of development, the government, the civil society, and the private sector and media. So it's very important out of this platform to see how can you proceed with this STEM education and how you empower the young ladies. 2 days ago, I was in Sicily, in Italy, and we had about 100 young women from school, young students, visiting the physics institutes there in Sicily. And they saw the machines of the physics. They saw how it is, how does it implement, what does it mean, and they were all wearing shirts with written on it STEM education. So it's really about how you show for the young girls what is the benefit of being physics, chemistry, science. And I think that this platform, I thank very much the Uniform Mediterranean for bringing STEM education into this platform, because no country or nation would develop without STEM education. Thank you very much. Merci. Je vous propose peut-être qu'on revienne aux panélistes pour qu'ils réagissent par rapport à vos questions, et s'il nous reste du temps, on prendra un panel. Globalement, les questions, c'est sur les stéréotypes produits dès l'école, la famille, dans les médias, dans les créations artistiques, etc. Et on en a parlé peut-être tout à l'heure, mais on pourra peut-être développer un peu plus cette question, mais surtout un besoin de développer davantage la question de qu'est-ce qu'on peut faire, quelles actions. Et je voudrais qu'on aborde quand même un autre point qu'on a peu abordé, c'est la question des médias. Et je pense à 2 exemples particulièrement. Premier exemple, c'est que quand un journaliste ou une journaliste va interviewer une femme chercheur, ingénieure, ou même des femmes qui ont réussi dans d'autres domaines, la politique, l'entreprise, il y a une question qui reviendra systématiquement. Comment faites-vous pour réussir votre vie personnelle et votre carrière? Et c'est une question qu'on va très peu poser à des hommes ingénieurs, chefs d'entreprise, etc., qui ont éventuellement, a priori, eux aussi une vie. Et deuxième exemple dans les médias, c'est que sur les émissions de télévision notamment, sur les plateaux de télé, on va inviter des hommes, chercheurs, ingénieurs, chefs d'entreprise, chefs de partis politiques. Et pour les questions qui concernent la famille, la femme, etc., c'est là où on va inviter des femmes. Et d'ailleurs, on le voit au niveau de notre panel, alors que ce n'est pas une question qui concerne uniquement les femmes. Et on invite moins les femmes sur les questions entre guillemets importantes. Quand on va parler de l'agriculture, on aura des hommes. Quand on parlera des technologies, on aura des hommes. Et pour parler des enfants, de la pédiatrie, on invitera des femmes. Et donc il y a aussi un rôle très important des médias et les autres aspects aussi qui ont été abordés par les personnes qui sont avec nous. Je commence par Isabelle parce que depuis tout à l'heure, elle me demande le micro. Merci. Merci. Plusieurs questions, je ne sais pas, mais commencer pour dire que oui, au Portugal, on a les prix qu'on a dit, qu'il y en a au pavillon des sciences, toute cette cadre de femmes qui ont réussi. Pas seulement ça, parce qu'on a eu aussi, pas seulement sur l'ambiance, mais pour les autres disciplines, une œuvre qui c'était, I'm sorry, I'll skip to English, a book that was published with the support of Amonet also, the Portuguese Association for Female Scientists, and that brings light to many scientists and in many fields. And the European Platform for Women in Science also supported this one, Femmes et Sciences, 40 femmes scientifiques remarquables du XVIIIe siècle à nos jours. Et c'est important parce que tellement de fois on nous dit que c'est seulement Curie et c'est pas, oui, elle existait, mais c'était pas ça. En disant pour l'autre question de l'entreprise, c'est pas, je vous en prie, de dire qu'est-ce que vous devez dire pour faire l'idée marcher, et parce que c'est la vraie histoire. C'est l'opposite, c'est la faible, c'est la faiblesse. Ce que je crois, c'est qu'une entreprise qui n'a pas un nombre suffisant de femmes est simplement une entreprise pas si réussite. Alors, what I mean is that an enterprise which has a number of women that it's similar to men, it's a stronger enterprise in all senses. It's not the opposite.
is that when we don't have women in all the positions, like leading positions and in all the chain, what you have is less talent, and even the economical income will be lower, because this is proven in other fields also. Because I would raise the question like that. And I don't know what the kind of power that we have is that when we think about recruitment in enterprise, is that we have to understand which factors make it less interesting for women to apply to certain jobs, to get in touch with what you were saying before. Because perhaps it is a question of recruiting women after 40. Why do I say that? 40 or 50. Because sometimes we have in scientific fields the dropout, and the dropout happens with a biological clock. So if it is for certain number of women, we should try to get them in also again. Because maybe they want that, they are willing to. So this could be a clue, but this is something that I was just thinking, I don't know. I want to add just for the question about how are we handling in our enterprise or our startup the balance and the equal opportunities. I'm happy to say that we're 21 person, 11 are women and 10 are men. But that doesn't mean that I have the same problem with a lack of talent. I have the exact same problem. So what's actually happening is the juniors are mostly women and the seniors are mostly men. And me personally, I have more bias for women, especially on the junior level, because they are actually more loyal. The women are more loyal to the companies, unlike men. With the slightest increase in salary, they change jobs. So that's what we've done. Now we have the talent with the men, unfortunately, for now, but this will change soon, for the senior positions, and they teach the younger positions, which is mostly females. And maybe later on, like 2 or 3 years from now, we will have half at least of the seniors are females. So this is how we handle it. In interviews, we don't have any bias for females and males, but this is just how it ended to be. I mean, I think it also, if I think of one thing that the hashtag #MeToo movement did well was to kind of force a lot of especially the US companies to spend a lot of money on training around unconscious bias. So my personal experience around training around unconscious bias was, first I was very skeptical about it, and what's this? And actually what they did in the company I work for, they actually brought in actors, and we had a half day of people acting situations of unconscious bias that happen in the enterprise, and they made it mandatory to the 120,000 employees in the company. It actually sank in at one point in time. You start believing and acting and taking stock and maybe thinking twice before you say that this person is not here, she's working from home, oh my God, she's pregnant, what am I going to do? She's going to go for 6 months and this is going to be a disaster and things like that. So I think training is very important. It helps. It's not one training, it's training every 6 months, every 3 months, is repeating, is also, if I think of the enterprise, is recognizing people that actually display a good behavior towards removing biases. That's another thing that enterprises can do, I believe. And the third thing is, I don't know of companies that don't have women, but one time I heard a very successful woman saying that it's important that we join forces and we don't compete.
And I think women should help women inside the enterprise. That's really personal effort that every woman should do, but versus the training and the recognition and those kind of things. But I think women, we play a very big role in supporting other women. So if I hear someone saying, oh my God, she's pregnant, she's gonna go, I'll correct that sentence. I'll actually support her. Maybe I'll find a way to make sure that the right handover is done and all of this. So I think this is also another important point. We need to join forces, stop competing, and support each other. That's our contribution personally. Allez-y seulement. Alors, pour compléter ce que disait Leïla, moi, dans mon entreprise, ce qu'on a pu mener comme action, c'est de monter un groupe de travail, constitué de femmes, mais aussi d'hommes, et pas n'importe quel homme. Des hommes qui font partie du COMEX, en fait, du comité exécutif de l'entreprise, donc des personnes qui ont le pouvoir de décision, qui font partie de ce groupe de travail, qui avait comme rôle, donc ça a été lancé il y a un peu plus d'1 an, d'abord de faire un diagnostic, donc de regarder un peu toutes les discriminations qu'on a dans l'entreprise et de lister un petit peu comment on pourrait améliorer les choses. Derrière, il y a eu un plan d'action qu'on est en train de dérouler. Une des premières actions, c'est que tous les collaborateurs de l'entreprise ont reçu une bande dessinée, alors j'ai oublié le nom, mais ça existe, ça se vend en librairie, une bande dessinée qui présente les stéréotypes. Donc c'est des situations et qui montrent ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qui est de l'humour, mais de l'humour déplacé et autres. Et ça a surpris les collaborateurs dans l'entreprise. Et ça en fait, on a même eu des discussions entre nous où des hommes disent « mais je ne pensais pas que ça pouvait être interprété de cette façon, ou je ne pensais pas que ça pouvait avoir tel ou tel impact ». Donc ça, c'est une première action qui n'est pas très coûteuse et qui est vraiment intéressante. J'ai vu, je dirais, un peu l'impact. Ensuite, on a aussi des ambassadrices, c'est-à-dire c'est des personnes de notre groupe de travail qui, au quotidien, passent les bons messages. Et ça, c'est très important. Et ensuite, il y a des actions qui sont plus, je dirais, plus impactantes, qu'on travaille avec généralement la directrice ou le directeur des ressources humaines, qui portent sur comment se fait l'évaluation de performance, est-ce qu'elle se fait de la même manière pour les hommes et pour les femmes, la parité sur les salaires, et ça c'est un vrai sujet, et donc il y a une étude qui est en cours pour s'assurer qu'il n'y a pas des décalages qui sont juste dus au fait que la femme est partie 2 ou 3 fois en congé maternité pendant ces 10 ans au sein de l'entreprise. Donc ça, ce sont des actions qui sont quand même assez concrètes et qui font quand même, je dirais, fidéliser quelque part les femmes et mettre une bonne ambiance. Et le dernier point, ce sont quand les femmes arrivent à un certain niveau, qu'elles pensent aux autres. Alors, au bon sens du terme, mais en tout cas qu'elles pensent à renvoyer l'ascenseur, à aider ses semblables, par exemple en faisant du mentorat, du mentorship par exemple. Ça, c'est un cas qu'on voit régulièrement, mais aussi en aidant les femmes à être plus audacieuses, à demander des choses au sein de l'entreprise, à négocier. Tout ça, ce sont des actions que ne mènent pas naturellement les femmes et qu'elles pourraient mener si on leur donne les conditions pour. Alors, une question peut-être notamment pour les femmes chefs d'entreprise parmi vous. Est-ce qu'un aménagement des horaires de travail ou ce qu'on appelle le télétravail, quand le poste le permet, pourrait aussi encourager, fidéliser des femmes, mais encourager d'autres femmes à choisir certaines carrières par rapport à d'autres quand elles peuvent gérer d'une meilleure manière les horaires, les déplacements, etc. Tout à fait. En fait, nous, on l'a mis en place. On a droit à 2 jours de télétravail par semaine, chose que je fais moi-même, en fait, qui est très important et qui fait justement, qui fidélise des collaboratrices, donc des employées femmes, parce que ça leur permet d'allier la vie pro et la vie perso, point qui est très important. Donc, en effet, alors, quand on dit qu'on fait du télétravail, donc il est autorisé, il est suivi, et on donne les outils pour, parce qu'en fait, il ne suffit pas juste de l'autoriser, mais il faut pouvoir être joignable, avoir un Skype ou autre qui fonctionne bien. Suivre le rendement. Tout à fait, exactement. Donc on le fait de cette façon. Et par ailleurs,
peut-être que je ne sais pas si le mot c'est loyal, mais en fait, toutes les femmes qui le font sont très sérieuses et le font vraiment de manière, en tout cas dans mon entreprise, elles le font de manière très stricte, très rigoureuse, et donc on n'a aucun problème à le faire. Au contraire, il y a même un contrat de confiance qui est établi et qui aide énormément. C'est-à-dire que on travaille, on ne se demande pas est-ce que la personne elle est chez elle, mais elle ne travaille pas. Non, en fait, ça se fait vraiment naturellement. Et c'est très bien vu, c'est-à-dire que c'est vraiment un élément qui fidélise les femmes au sein de l'entreprise. Et qui permettra effectivement des orientations de carrière, des évolutions Absolument. qui peuvent ne pas avoir lieu si on n'opte pas pour ces choix. On reprendra peut-être des questions j'aime pas dire dans le public, dans la salle. Alors, madame qui était la première à lever le bras, et puis ce sera vous. Le micro dans la salle. Et en attendant, je voudrais qu'on remercie quand même nos traducteurs qui font un effort, surtout que c'est une table où il y a 3 langues entre le français, le portugais et l'anglais. Merci donc aux traducteurs en attendant que le micro arrive à madame. Merci beaucoup. C'est juste une rapide réaction à la dernière partie sur le télétravail. En fait, le télétravail, oui, c'est bien pour la femme, mais c'est aussi, il faut que ça soit pour les hommes aussi. Parce que pourquoi c'est à la femme de choisir, à la femme d'aménager ses horaires, alors que l'homme aussi, c'est un père, ou c'est un père de famille. Donc il peut aussi prendre 3 jours de télétravail et rester à la maison, et c'est la femme qui va travailler. Donc je pense que c'est juste... parce que aussi le télétravail, c'est très bien pour les 2 sexes. Chacun choisit comment l'utiliser, donc je pense que ça doit être encouragé. Mais il ne faut pas que ça soit que sur la femme, donc, parce que ça devient une discrimination aussi. Merci. Et ça consacre les stéréotypes. Madame derrière qui avait levé le bras. Et ensuite à vous, Khadija. Bonjour. Et après, ce sera vous. Bonsoir. Alors, c'est juste une recommandation que je voudrais, ce n'est pas une question. Donc, je me présente, c'est Madame Bergel Karima, je suis présidente de l'association Femmes en économie verte. Donc, nous travaillons sur le renforcement des capacités des femmes et leur insertion professionnelle, et aussi surtout sur l'autonomisation économique des femmes. Je voudrais juste partager une petite expérience que nous avons réalisée en Algérie concernant le renforcement des capacités et surtout le travail de l'association. Moi, je voudrais attirer juste le point du rôle de la société civile et des associations locales, et donc, c'est en général, c'est-à-dire le rôle des associations, c'est un travail de proximité qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la réussite et l'autonomisation de la femme, c'est à travers aussi la sensibilisation. Parce que là, il faut se dire, là, on a eu la chance, nous, de se rencontrer, de partager nos expériences et d'écouter les expériences des pays voisins, mais il y a des femmes qui ne sont pas du tout informées, et c'est de là que part la problématique et naissent les stéréotypes. Par exemple, si je prends l'exemple d'une femme qui est au foyer, elle a ses enfants, elle éduque ses enfants, donc si on parle de la sensibilisation, ça va à partir de l'éducation, et je rejoins la dame de l'Égypte, il faut travailler sur la base, c'est-à-dire on éduque nos enfants, et c'est le rôle de la maman surtout, et du papa bien sûr, mais beaucoup plus la maman qui est très proche de ses enfants. Donc l'éducation à partir d'un jeune âge est très très important, c'est-à-dire pourquoi les filles s'orientent sur des métiers qui ne sont pas plutôt technologiques ou bien qui sont c'est-à-dire des spécialités assez féminines. C'est parce que la maman qui l'oriente et qui lui inculque cet esprit depuis le jeune âge. Depuis le jeune âge, c'est ce que les intervenants ont dit tout à l'heure, c'est les 2 parents, pas seulement la maman, et les enseignants ensuite. Et les enseignants, c'est l'éducation. Mais beaucoup plus aussi, je reviens sur l'éducation des enfants et le rôle des parents, donc le père et la mère, mais surtout la mère parce qu'elle est beaucoup plus proche. Et là, il faut elle-même qu'elle soit sensibilisée. Donc, je reviens sur le rôle des associations. Nous, juste pour partager une petite expérience, on avait fait des formations... Si vous pouvez juste abréver, s'il vous plaît. On avait fait une expérience sur des formations spécialisées, enfin, pour les femmes avec les outils de l'OIT. Donc, c'est des formations
très très simples, c'est des outils très simples, mais le message il est très fort pour ces femmes, pour les sensibiliser, pour leurs droits et pour qu'elles aient c'est-à-dire accès à tout ce qui, enfin à toutes les, je dirais, toutes les possibilités, qu'offre leur État, ou bien dans le domaine de l'emploi, ou bien du travail, voilà. Merci. En général. Juste pour la gestion des espaces, la dame qui est juste devant vous, et après je reviendrai à vous, Khadija, juste pour gérer le micro. Merci. I think that when we speak about women and science, technologies and innovations, I'm Portuguese, sorry, I'm speaking in English. We have to think also about the universities. We didn't speak too much about universities, but I think that in universities, not only in Portugal, but in many universities around the world, in fact, the research and the teaching of women are not correctly evaluated. And that is reflect in the career of women. Usually, in many cases, and we can prove, in some cases, we can prove it, women has more publications in top journals, for example, but when have more classes, but when we look at the decision where the power is, at the deans, with some few exceptions, there are men. So we have, at the bottom of the scale, we have a lot of women, and at the top, we have a lot of men. So universities, and sometimes people say that, oh, in universities everything is okay, because the same job, the same payment, if we are in a public university with not discussion of individual contract, but anyway, I think that we have to bring to this discussion of gender gap and gender bias to the labs and to the universities. And my final question is, what is the role, what are the impacts of the gender equality plans in the universities? Thank you. Merci. Et désolée, ce sera la dernière question dans le public. Well, thank you. My name is Khadija. I'm from Morocco. My question might seem weird or surprising, but it is genuine. Why should we bring more women to STEM? I mean, why don't we see men fighting to be more present in sectors like communication, for example, or PR, which is, by the way, a very serious issue, and it's a very impactful sector, and it's one of what we can call tomorrow's profession, because media are becoming very important and very impactful, but we don't see men getting involved in this. I am a communications professional. I've been doing that for the last 10 years of my life. So why do we have to bring women into STEM? Because I think if we can articulate the reasons, we can find, let's say, better arguments to use. If it's for economic reasons, then the companies would go for more easily. If for social balance, then governments would be more listening to us about this. If you can please answer that. So help me understand your question. Are you saying why to the woman, or why to the society? I mean, why? So the compelling reason to who? To the woman, or to the society, or to the enterprise? Why are you defending this? I mean, from your own perspective, why each one of you think it's important to bring women into STEM? And I believe that each one of you will have a different perspective, but it's the sum of your perspectives that will give us all the arguments that will be able to defend the position. I personally am not convinced that we should be doing this, but if you have arguments, I would really listen to them, and maybe that would change our minds. I mean, there's a number of studies that show that, and I don't have the numbers, and I'm sorry, I'm not going to talk statistics, but there's a number of studies that show that actually that field is a growing field, okay? So again, if I think of the 5 most valuable companies in the world, those 5 companies are all in technology. If I think of the most successful startups in the world, they're not in transportation. Rayh is not a transportation company. Rayh is a technology company.
a lot of the advances of the businesses today have been in technology. Today, every company is becoming a software company. If I think of Renault, Nissan, or Volvo, they're no longer in automotive. They're working on self-driving car, and that's technology. So this is, I think, if we don't encourage women to go into that field, they are going to miss on a lot of opportunities that are going to be coming. So this is to the women. To the companies that are designing those products, and like I said in my introduction, I think the woman, one woman, beyond loyalty, women bring teamwork, which is very important. Women will work in a team. Women will bring emotional intelligence, which has become so critical in this day and age. Because we want to build robots that are going to interact with humans. We don't want to build robots that are only going to do things. And for interacting with human, you'll need that emotional intelligence. So this is how I see it. I mean, this is the way I see it. But I think for the woman, this is going to be a field that is, it is today a field that is dominating the world in every single company. So if we don't encourage them to go there, they're going to miss on a big opportunity. Et peut-être avant de donner la parole à Suzanne, je voudrais juste réagir moi aussi à la question de Khadija, parce qu'on peut transposer cette question à tous les secteurs et dire pourquoi pousser les femmes à faire des études à la base, pourquoi les femmes et le sport, pourquoi les femmes et la politique. Les études de ONU Femmes, comme Leïla, j'ai oublié les chiffres, mais elles montrent que il y a un grand manque à gagner pour les pays où les femmes ne sont pas impliquées dans la véritable production économique. Suzanne, et après, ce sera à vous, Selma. So, according to ITU research, there are tens of millions of jobs for people that have advanced ICT skills. Okay? Right now, we're living through a global youth employment crisis. There's 66 million unemployed young women and men around the world, and countries in the Arab region have the highest rates of youth unemployment, and the rates of women's unemployment, young women's employment, tops all unemployment rates around the world. So one of the reasons we want to do this is because we want to economically empower women, and we don't want to deprive them of these opportunities. So there are jobs out there. If we can create the pipeline and get women through more advanced training, then we can get jobs for them. So that's one of the key reasons we want to do this. Another reason, at least for ICT, I don't speak about STEM in general, but I speak about ICT, information and communication technology. Also, we are going through a digital transformation. Technology is going to change our lives in ways that we can't probably even imagine right now. So for me, I don't want the creators of that technology to be a small group of people. I want it to be a diverse group of people, and I want to have women as well as men creating this technology. So for me, those are two really powerful reasons why we should do this. Merci, Suzanne. Je vais demander à Selma et Samira d'être vraiment brèves parce qu'on arrive à la fin. En fait, je complète l'idée de Suzanne. Les métiers de demain, c'est le métier du digital, enfin de demain, voire d'aujourd'hui. C'est l'avenir. Quand on parle de la banque, on parle de la banque directe. Il y a quoi derrière? De la technologie du digital. Quand on parle du secteur public, on parle de modernisation du gouvernement ou modernisation de l'État. Ce sont que des sujets technologiques, alors, et pas que de la technologie, mais quand même du digital, de la technologie. Quand on parle de l'énergie, on parle smart cities, smart energy. Quand on parle de la voiture, on parle de la voiture connectée. Aujourd'hui, la voiture, c'est plus de la tôle, en fait. C'est que de l'électronique, de l'informatique, du développement. Tous ces secteurs d'activité, aujourd'hui, tournent autour du digital. Et toutes les entreprises, d'ailleurs, qui n'ont pas suivi ce mouvement, elles ont disparu. On en connaît un certain nombre, hein, pas besoin de
de les citer aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Donc ça, ce sont les métiers classiques. Et après, il y a toutes les startups qui sont toutes basées, pour la plupart, sur du digital, de la technologie. Donc tout ça fait le chiffre qu'évoquait Suzanne du nombre de recrutements ou de compétences dont on a besoin. Et tout cela fait que on ne peut pas laisser ce domaine sans les femmes. Il est nécessaire que la femme soit partie prenante du mouvement qu'on vit et de la révolution même qu'on vit qui est digitale. Samira? Okay, I will mention 2 points, one related to STEM and the other point is more general, all fields. I've been born in Saudi Arabia and I've lived there for my first 10 years. So this was an environment where really women were not encouraged to do anything. But I remember my mom telling all of us that the most 2 important languages that you should learn is English and computer language. And when I grew, I realized now that actually coding is a language. It's like if women cannot code, it's like they cannot speak English. All the material out there, all the knowledge is mostly in English. So few years from now, everything will be in coding. So if women are not able to learn to code, they are missing a very strong language like the English language. So that's the first thing related to ICT. Generally, the reason I'm so triggered by this topic is I can recall when I was 9 years old that boys would mock Egyptian songs to make fun of women and their disability, and they would name women like bugs. And this I used to hear all along my life. And I've always wanted to make sure that women and men before women, that we are as intelligent as they are, and we can do anything a man can do. So STEM is just one topic that is usually boys would make reference to when they are talking to younger girls. There is no a good engineer. You will go, you will graduate, and then you will stay at home. Why do you take place in the university? So all of my life I wanted to prove for men that women are equal. We're not less. It's not just I've been born a female that makes me less. It's not, and it shouldn't be like this. So this is just one way to say it. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Samira. C'est un sujet effectivement très vaste. Nous avons essayé de toucher quelques points, à commencer par ce qui nous mène vers ces résultats où les femmes sont moins présentes. C'est l'éducation, c'est le modèle qu'on transmet à ses filles, c'est le rôle des médias, des feuilletons qu'on voit, de l'éducation des parents, le rôle aussi des enseignants qui dans l'orientation, encouragent les métiers, les filles vers certains métiers, les garçons vers d'autres métiers. Mais il y a aussi beaucoup de mécanismes qui sont déjà mis en place dans certaines entreprises, dans certains États, et qu'on a besoin de développer pour encourager l'accès des femmes à ces filières en amont pour qu'elles les choisissent pour leurs études, mais aussi les encourager au niveau des entreprises à l'entrée dans le recrutement, dans la formation au sein de l'entreprise par la suite, des mécanismes que les États devraient trouver. Mais il y a aussi un rôle des médias, parce que j'ai peur que si demain il y a une table sur la science sans que ce soit lié aux femmes dans la thématique, qu'il n'y ait pas toutes ces femmes merveilleuses dans le panel et d'autres femmes qui dans nos régions créent et font des choses dans la science, dans les technologies. Le rôle des médias aussi pour donner l'exemple, pour créer des aspirations, des modèles de femmes au Portugal, en France, aux États-Unis, au Maroc, en Algérie, en Égypte, des femmes qui ont réussi dans des domaines qui, dans les représentations populaires, sont des domaines et des métiers plutôt masculins. Mesdames, merci à vous. Merci à vous d'avoir contribué à enrichir ce panel et que le débat et que la transgression continue. Merci à vous tous. Vous pouvez remettre vos téléphones sur la fonction non silencieux. Merci. Juste, je voulais simplement vraiment vous remercier toutes. C'était absolument passionnant. Un merci particulier à Sana qui a modéré ça admirablement bien. On vous garde tous pour la prochaine édition, toutes, pardon, et vous dire que les bus sont déjà là. Donc,
si vous voulez les rejoindre et aller dîner dans un endroit qui, paraît-il, est magnifique. Voilà. Et merci vraiment, vraiment à toutes.